Bonjour à tous et à toutes. Alors aujourd'hui, je vous propose la lecture d'un article de Marianne, plus exactement la lecture d'une tribune faite par Martha Lee, qui s'intitule Quand une ONG britannique liée à l'islamisme veut lutter contre la persécution des musulmans par la France. Donc Martha Lee, qui c'est? Donc c'est une chercheuse à l'Islamist Watch, qui met en lumière la dangereuse rhétorique par laquelle l'ONG CAGE, donc CAGE, tente de faire croire à une persécution des musulmans en France. Donc, publié début mars, le rapport de l'ONG britannique aux accointances islamistes, CAGE, sur la persécution des musulmans par l'État français et au centre d'efforts coordonnés ayant pour objectif de décrédibiliser la politique anti-islamiste menée par la France, notamment avec la loi contre le séparatisme. Donc Cage n'avait pas encore posté de lien vers le rapport sur son compte Twitter que le site d'information en ligne Middle East Eye, proche du régime qatari, titrait déjà une ONG britannique accuse la France d'intervenir un climat de terreur envers sa communauté musulmane. Des médias donc contrôlés par Ankara ainsi que d'autres publications islamistes lui ont emboîté le pas. Donc l'objectif affiché de ce rapport, c'est quoi? C'est de donner les outils nécessaires pour comprendre et intervenir dans une persécution de masse en cours et offrir une solidarité essentielle aux musulmans de France. Ok, avant d'examiner ce rapport de plus près, il convient de se rappeler les propres racines idéologiques de Cage. Qui sont Cage? Qui est Cage? Celle qui façonne son opposition farouche aux anti-islamistes, que ce soit au Royaume-Uni ou en France. Donc Cage, ça a été fondé en 2003. Dirigé par l'ex-djihadiste Moazzam Begg. Ça commence bien déjà, ça commence bien. Qui a été emprisonné à Guantanamo après avoir été capturé en Afghanistan. Mais c'est super tout ça, mais c'est super. Donc Begg a avoué avoir recruté des djihadistes et avoir lui-même fréquenté plusieurs camps d'entraînement terroristes d'Al-Qaïda. Mais c'est magnifique, quel bel islam de paix et d'amour. Il a également reconnu qu'il était armé et prêt à se battre contre les États-Unis, sous les ordres d'Al-Qaïda et des talibans. Quel magnifique homme, quel bel exemple d'éthique et de morale. Ah là, qu'est-ce qu'on peut reprocher à cet homme? Il est intouchable. Bon, maintenant, parlons de son collègue, Hassim Qureishi, directeur de recherche chez Cage, qui a déclaré qu'il incombait aux musulmans de soutenir le djihad mené par les musulmans, dans les pays où ils étaient opprimés par l'Occident. Qureishi est également favorable à ce que l'adultère soit puni par la peine de mort. Encore une autre pépite. Une belle pépite. Voilà. Un bel exemple de valeur, d'honneur. Voilà. De masculinité. De moralité. Franchement, que de beaux représentants que de cette religion qu'est l'islam. Voilà. Moi, j'ai rien à dire devant autant d'abnégation, autant de chevalerie, autant de noblesse. Quelque part, j'ai envie de me taire, mais je suis obligé de continuer parce que je dois continuer à lire l'article. Continuons, mais ça me fait mal au cœur, je vous jure, c'est une torture. L'extrémisme est de mise chez Cage. Avant de devenir directeur général de l'ONG britannique, Mohamed Rabbani entraînait de jeunes musulmans pour le mouvement islamiste sud-asiatique Jama'at al-Islami. Il disait donc aux recrues que leur but était de mobiliser des croyants de sorte à former une force organisée qui instaurerait la loi islamique et mènerait le djihad. Mais c'est magnifique. Mohamed Rabbani veut juste, créer une sorte de scout, de club de scouts, on va dire, pour de jeunes musulmans, tout simplement, voilà. Et voilà, et bien sûr, tout de suite, ça devient islamiste. Ah là là, ces occidentaux. Ils peuvent pas se retenir de voir le mal partout. Le travail de Cage consiste donc à lutter contre les efforts anti-islamistes du Royaume-Uni et à faire du lobbying pour les musulmans mis en examen pour terrorisme. Anwar al-Awlaki, prédicateur anglophone devenu idéologue en chef de la branche yéménite d'Al-Qaïda, a fait partie de leurs protégés.
lorsqu'en 2006, El-Awlaki a été arrêté par les autorités yéménites qui l'accusaient d'avoir participé à un complot ourdi par Al-Qaïda, avec pour objectif d'enlever un fonctionnaire américain. Keïch était empressé de faire campagne pour obtenir la remise en liberté de celui qu'il a décrit comme un savant musulman très estimé dans les milieux islamiques. La première apparition publique du prédicateur, une fois libéré, a pris la forme d'une interview accordée à Beg. Beg, vous vous souvenez qui c'est Beg? Beg, donc, c'est le mec qui est allé en Afghanistan, qui a participé à plusieurs camps d'entraînement terroriste. Voilà. Donc, voilà, tous ces gens-là sont dans le même camp. Par la suite, El Awlaki a été invité à prendre parole lors des 2 dîners de bienfaisance organisés par Keïch. Donc Keïch a pris également la défense de Mahmoud Abu Rida, un djihadiste lié à Al-Qaïda. Mais c'est pas possible en fait. Ils sont tous liés à Al-Qaïda. Ainsi que Mohamed Emaouzi, plus connu sous le nom de Jihadi John. Quel beau surnom. C'est mignon, c'est mignon. Jihadi John. Ouh là là. C'est cute, comme on dit en anglais. Je crois que j'ai jamais fini l'article. Devenu un des plus célèbres bourreaux de l'État islamique, ok. Lorsque l'identité de ce dernier a été révélée, Hassim Qureshi s'est empressé de chanter les louanges de ce beau jeune homme. Beau jeune homme, qu'est-ce qui se passe là? Y aurait-il une tension amoureuse, sentimentale? Je ne sais pas. Qui, d'après Qureshi, aurait rejoint l'EI. Donc l'EI, c'est l'État islamique. Voilà. À cause du harcèlement des services de sa sécurité britannique. Donc, ok, on poursuit. Donc, dans une préface finalement assez sobre comparée au reste du rapport, ouais, donc là, on revient sur le rapport, soi-disant, de persécution des musulmans en France. L'universitaire François Burgat se montre fidèle à sa thèse habituelle et note que dans le terroir de l'histoire coloniale française, on revient encore sur ça, se niche la véritable source de la poussée islamophobe qui laboure aujourd'hui la société française. Ah oui, ça c'est vraiment la thèse des pendants ou des partisans de l'islamophobie d'État, enfin ceux qui en tout cas accusent l'État français de mettre en place une islamophobie d'État ou d'avoir mis en place une islamophobie d'État, c'est en fait le souhait, on va dire, bon j'imagine conscient là, pas inconscient, c'est pour être les deux d'ailleurs. En tout cas, ça c'est la volonté consciente, donc politique, du gouvernement français, ou sur plusieurs mandats successifs d'ailleurs, quel que soit le gouvernement. C'est pas Macron qui a commencé ça. En tout cas, selon toujours les gens comme Marwan Mohamed, par exemple, en France, notamment, qui était, donc, je pense, un des leaders du CCIF, donc le comité de France contre l'islamophobie. En tout cas, pour revenir à ce que je disais, eh bien, selon eux, la France, de par sa politique actuelle, ne fait que poursuivre la politique coloniale qu'elle exerçait sur ses anciennes colonies, comme que ce soit protectorat ou colonie, on va dire totale, comme celle qu'elle avait en Algérie. Bon, ok, c'est leur thèse. Une thèse qu'on pourrait critiquer d'ailleurs et sur laquelle on pourrait revenir prochainement, il n'y a pas de souci. Mais aujourd'hui, on lit l'article. Donc l'universitaire conclut donc prudemment, vaut mieux être prudent, t'as raison François, en évoquant une très légitime inquiétude sur la santé du corps politique et de ses institutions. J'aime bien. Le corps politique, c'est un organisme qui est en mauvaise santé. J'aime bien la comparaison. Ryan Fréchy, juriste français employé par Keïch et auteur du rapport, se montre plus belliqueux et s'en prend directement à l'État français, qui serait engagé dans un programme systématique visant à réduire au silence l'activisme musulman et l'aspiration islamique, ainsi qu'à humilier les musulmans de France en général. Ok, c'est bien, on passe à autre chose. Genre vraiment, genre la phrase qui veut rien dire. Attends, on va revenir sur la phrase 2 secondes, juste vite fait. Donc l'État français serait engagé dans un programme systématique. Enfin, voilà quoi. Un programme est forcément systématique. Vous comprenez le principe d'un programme ou pas? Là, j'imagine qu'il parle d'un programme qui est politique. Donc un programme politique s'inscrit forcément dans un système.
Donc ça sert à rien de répéter, d'ajouter l'adjectif systématique ici. Parce que, en soi, quand un programme est politique, il est forcément systématique. Voilà. C'est une répétition inutile. C'est parler pour rien dire. Je poursuis donc visant à réduire au silence l'activisme musulman. Ben oui, et alors? Pourquoi est-ce que l'islam devrait être actif politiquement? On est d'accord que l'islam n'a pas à être actif politiquement en France. Pourquoi le serait-ce? Bon. Et d'inspiration islamique. Ça aussi, ça veut rien dire, hein. L'activisme musulman est forcément d'inspiration islamique. Donc là, ils se répètent encore une fois. Je vous jure, la plupart de leurs discours sont vraiment un ramassis de verbiage inutile. Vraiment. C'est pour ça que je me suis un peu moqué tout à l'heure, mais parce que vraiment, cette phrase n'a aucun sens. Donc, allez, je finis, donc, ainsi qu'à humilier les musulmans de France en général. Donc, là, on est en train de dire que on va dire que les musulmans de France en général sont des activistes islamistes. C'est ça qu'il est en train de dire, en fait. Vous vous rendez compte de la diffamation qu'il vient de faire? De la calomnie qu'il vient de faire. Bon, il en a pas honte. Il s'en rend même pas compte, j'imagine. Bon, on poursuit, je vous ai dit, sinon on va jamais finir l'article, si on continue comme ça. Le juriste français reproche, je continue comme ça. Ouais, je suis tout seul. Le juriste français donc reproche également à la France de ne pas reconnaître l'existence politique et juridique de minorités sur le sol. Mais c'est normal. C'est normal, elle n'a pas à reconnaître, la France n'a pas à reconnaître l'existence de minorités, politiquement parlant. Parce qu'on est, là je parle pour les citoyens français, bien sûr. Après, les gens qui sont là dans un cadre, par exemple, de travail, de refuge, voilà, d'asile et tout, c'est des cas à part. Mais dans le cadre où la population française donc dispose des mêmes droits, etc., des mêmes obligations et tout, il n'y a pas à reconnaître des minorités. On fait tous partie d'une même communauté, la communauté nationale, en fait. Voilà. Je comprends pas cette notion de reconnaître des minorités. Il n'y a pas de minorité. Si la notion de minorité, elle est sociologique, elle n'est pas politique. Politiquement, juridiquement, on n'a pas à faire de différentialisme. Et puis quand on va faire des tribunaux pour chariatiques, des tribunaux rabbiniques, des tribunaux pour les chrétiens, on va commencer à faire des droits civiques en fonction des religions, en fonction peut-être de la couleur de peau, en fonction du genre. Et puis quand on va où là? Parce qu'on peut subdiviser en minorités tout le monde en fonction de différents critères. Vous comprenez l'impasse dans laquelle ils veulent nous mettre ou pas? Nous qui... Quand je dis nous, je définis le nous, c'est pas de flou, c'est les gens qui sont attachés à la République française, à ses valeurs et à la manière dont elle fonctionne. En principe, on va dire, voilà. Parce que en application, on peut mal la faire fonctionner, cette République. En tout cas, en principe, là, ils contestent le principe même de la République française. Voilà, l'essence même de ces valeurs. Bon, je poursuis. Donc la situation est effectivement bien différente dans les pays anglo-saxons où les islamistes ont tout le loisir d'exploiter un système qui se montre bienveillant à leur égard. Bien oui, c'est normal. Donc abordons le sujet de prédilection de Cage. Ryan Ferishi critique la guerre contre le terrorisme qui a eu pour conséquence de présenter les croyants islamiques et musulmans qui refusent le statu quo politique comme des ennemis auxquels il faut vigoureusement s'opposer. Ah oui? Qui de l'islamisme et du terrorisme qui l'inspire? Effacer le mot même ainsi que ses cousins comme la radicalisation ou l'extrémisme ne seraient que des tentatives de diversion linguistique, cherchant à diminuer le fait que sous couvert de lutte anti-islamiste, ce sont des croyances musulmanes normatives largement répandues qui sont pris pour cible selon Ferishi. Que la commission sénatoriale qui a produit le rapport 2020 sur la radicalisation islamiste et le séparatisme établisse justement une distinction entre islamistes et musulmans n'arrange pas Cage. Ah, ça vous fait chier, ça. Ça fait chier, ça, les islamistes. Ça les fait chier. Ferishi la présente comme une ligne de démarcation tracée entre islamistes et musulmans qui serait leur version politiquement soumise et réduite au silence. En fait, il veut quoi, ce Ferishi islamiste? Il veut que la France que l'Occident devienne
Dans l'islam, un territoire musulman, qu'est-ce qu'il veut exactement? Je comprends pas ce qu'il veut. Si vous comprenez, dites-le moi en commentaire. J'aimerais bien avoir votre avis, dites-le moi. Que veut notre ami Felici? Voilà. Que notre ami Felici, j'ai oublié ça. Ryan Felici, que veut-il? Que veut-il? Parce qu'il parle de soumission et réduction au silence. Que veut-il exactement? Veut-il que la France devienne un califat? Comme ça, il sera content. Parce que là, que veut-il de plus? Le fait de distinguer un musulman, donc, qui est, non, qui est républicain, mais qui est en même temps attaché à sa foi. Voilà. Qui pratique sa foi dans un cadre légal. Et l'islamiste, c'est celui qui lutte pour justement modifier les lois et aller contre les valeurs du pays dans lequel il se trouve. Qui n'est pas musulman. Parce que sinon, bon, il n'aurait pas besoin d'être islamiste. Un islamiste dans un pays musulman, c'est juste un citoyen lambda. Bon. Donc je poursuis. Donc si Kay se montre aussi soucieuse de la politique menée par la France, c'est aussi parce que l'ONG britannique craint que d'autres pays ne suivent l'exemple français. Ryan Felici écrit: les périls et les injustices confortés par les musulmans français sont susceptibles d'être exportés vers les pays voisins. Voilà, donc je répète. Ryan Felici écrit: les périls et les injustices confrontés par les musulmans français sont susceptibles d'exporter vers les pays voisins. Donc la France serait déjà en train de diffuser une approche islamophobe auprès de ses voisins européens. Donc une inquiétude accrue par le fait que la France assure la présidence du Conseil de l'UE et jusqu'en juin. Après ce réquisitoire, Felici passe au remède préconisé par Cage. L'ONG britannique exige entre autres que le gouvernement français abroge la loi anti-séparatisme et la charte des imams, ainsi que la loi islamophobe de 2004 et de 2010, et qu'il reconnaisse formellement l'existence légale de minorités et leur accorde des droits et des protections légales qui en découlent. Aucune politique n'est parfaite, celle du gouvernement français pour contrer l'islamisme a aussi bien sûr ses défauts, mais les récriminations courroucées de Cage suggèrent qu'elle porte ses fruits. Ah là 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 là, magnifique article, magnifique tribune de la part de Myrtle Lee. Dites-moi en commentaire ce que vous allez me penser. J'ai beaucoup rigolé, en tout cas pour ma part. Je sais pas si vous de votre côté vous avez aussi ri de ce qui a été énoncé dans l'article. J'aimerais bien avoir votre retour, donc s'il vous plaît, likez, partagez, donc abonnez-vous pour ceux qui ne sont pas encore abonnés. Si vous avez aimé les thématiques abordées dans la chaîne. N'hésitez pas à me demander, de m'envoyer des liens d'articles, me demander aussi de faire voilà, de me proposer des sujets, voilà, de vidéos, me demander peut-être voilà, me poser des questions, me demander des choses qui pourraient vous plaire à l'avenir, des sujets abordés, quoi, des notions, des concepts abordés, que ce soit d'un point de vue journalistique, sociologique, historique, même théologique, voilà, même de la critique islamique.